Bonsoir à tous, nous nous retrouvons encore une fois de plus pour ce nouveau numéro de Redactu, votre émission d'analyse d'actualité. C'est un plaisir pour moi de me retrouver encore une fois de plus devant vous pour vous présenter cette émission. Eh bien, plusieurs sujets seront donc échangés au cours de cette émission, notamment la situation sur le conflit interethnique à Kwamouth et aussi l'armée. Quel plan de réforme apporter dans notre armée, étant donné que le président de la République a bien sûr procédé aux nominations des hauts gradés dans notre armée. Et nous allons aussi parler de l'affaire Kalev Mutombo. Eh bien, les invités, j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau Espoir Botumbake, journaliste pour le compte de Opulence Info. Espoir, bonsoir. Bonsoir Olivier, bonsoir à mon co-débatteur d'en face et bonsoir aussi à plusieurs téléspectateurs qui ont toujours eu l'habitude de nous suivre. Je pense que ça sera un débat pour les encadrer et les éclaircir. Merci Espoir et bonsoir également à Maurice Kayombo qui est, vous gérez la cellule de communication et médias de l'UDPS. Bonsoir. Oui. Bonsoir Olivier, bonsoir Espoir. Je suis très touché de vous retrouver tous ensemble ici pour qu'on puisse, dans la mesure du possible, débattre des problèmes qui actuellement défraient la chronique dans notre pays. Merci. Tous ensemble, tel que je viens de l'annoncer, nous allons devoir échanger sur différentes thématiques. Mais le premier, c'est en rapport avec ce conflit interethnique à Kwamouth. Avant d'entrer vraiment dans le vif de ce sujet, je vais devoir me tourner du côté de la régie pour proposer un élément en rapport avec la récente sortie des gouverneurs de l'espace Grand Bandundu qui ont été reçus par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Et nous allons nous retrouver tout juste après pour poursuivre notre série d'échanges. Encore beaucoup plus de militaires. Envoyez-nous d'autres régiments. C'est un conflit qu'on peut éteindre rapidement. Mais aussi, il y a un problème parce qu'on parle de la main noire derrière. Parce que moi, je suis Yaka. Sincèrement, les miens chez nous, nous n'avons pas l'habitude de décapiter les têtes. Mais les problèmes restent encore. Aujourd'hui, on peut parler d'accalmie, mais ce n'est pas fini. Alors ça, c'est un volet. Le deuxième volet maintenant, après, parce que nous sommes en train de chercher un colloque. Qu'on organise un colloque où on va les écouter aussi, les Yaka qui sont terrés dans les forêts. Qu'ils viennent autour. Comme ça, ils vont parler aussi. Alors il faudra créer, la suggestion était qu'on crée le couloir sécurisé pour que ces Yaka puissent sortir. Parce que ce sont eux qui sont en train de semer la terreur d'après les informations que nous tous nous avons. Mais moi, quelque part, je mets aussi un doute parce que quand on dit de la main noire, à mon avis, il y a aussi d'autres forces derrière qu'on ne peut pas identifier. Faisons un effort pour identifier ces forces-là qui profitent de cette situation pour essayer de foutre le désordre. Et aussi la particularité, n'oubliez pas que Kwamouth, c'est la porte de Kinshasa. Kenge Mongata, la route nationale 1, c'est la porte. Ce sont les derniers verrous avant d'atteindre Kinshasa. Et ce n'est pas pour rien aussi, il y a tous ces désordres-là. Et aussi, il faut oublier que l'année prochaine, nous allons aux élections. Et toutes ces questions restent pendantes. On se pose tous des questions par rapport à toute cette situation. Mais nous pouvons rapidement éteindre ce conflit, éradiquer toutes ces violences si on nous déploie des militaires. Voilà, nous poursuivons notre émission de ce jour. Je vais déjà commencer avec Espoir. Ce conflit interethnique, c'est vrai que ça prend de plus en plus de l'ampleur et les gouverneurs aujourd'hui craignent d'un haut risque au niveau non seulement de leur province, mais aussi de la ville de Kinshasa. Qu'est-ce que nous pouvons jusque-là dire pour la résolution de ces différents problèmes à Kwamouth? Olivier, merci pour la question. Je pense que les problèmes qui touchent Kwamouth aujourd'hui, les problèmes qui touchent Kinshasa presque aujourd'hui, c'est un problème qui nécessite beaucoup d'analyse et beaucoup de vigilance. Je pense que quand vous essayez de comprendre les événements, la chronique des événements, comment ils se passent, vous allez voir que la République démocratique du Congo, notre pays, est menacée par plusieurs attaques. Et ces menaces-là, vous souviendrez, ça a commencé depuis 2016 avec la fameuse guerre de Kamwena-Nsapu. Ça a commencé là-bas, même si les autres ont fait un effort de pouvoir terminer cette guerre, mais qui a causé beaucoup de dommages sur le plan physique, le plan matériel aussi. Et l'histoire, comme elle se répète toujours,
Et récemment, on vient de soulever encore un problème de Kwamouth. Moi, je pense que c'est l'intégrité territoriale qui est menacée. C'est la République démocratique du Congo qui est menacée. Plus grave encore, le chef de l'État, lors de sa sortie, quand il était à l'extérieur, il a bel et bien confirmé que toutes ces guerres qui se vivent à Kwamouth ont... Soit il y a une main noire, vous allez vous convenir. Les gouverneurs l'ont confirmé. Oui, alors le plus grand problème qu'il faut se poser là-bas, c'est que cette main noire vient d'où? Et comment? Est-ce qu'on a déjà la réponse à cette question? Ah oui, la réponse elle est là parce que le chef de l'État avait bien dit que les gens avec qui on a essayé d'arrêter, ils ne parlaient aucune langue nationale et ils étaient là, apparemment ce sont des expatriés, des étrangers. Donc vous allez comprendre que cette main noire ne peut provenir que de l'extérieur. Et cet extérieur, nous connaissons tous que nous sommes un pays très envié par nos 9 voisins et principalement le Rwanda et l'Ouganda. Vous allez vous rappeler avec l'histoire des Mbororo, les éleveurs. Les gens qui quittent leur pays, ils envahissent un autre pays sous prétexte qu'ils cherchent la vraie pâturage pour faire nourrir leur bétail. Donc c'est compliqué. Donc il y a plusieurs façons pour envahir un pays ou pour occuper un pays. Il y a plusieurs stratégies. Alors, puisque vous faites allusion au Rwanda ou bien avec l'Ouganda, de quelle manière ils peuvent envahir les RDC? Puisqu'à l'est déjà, on le soupçonne. Et arriver jusqu'à l'espace Grand Bandundu, est-ce qu'il y a cette possibilité-là? Et Olivier, je vais vous rappeler l'histoire. Quand Mobutu était au pouvoir, Kagame avait créé une guerre de façade. Il avait créé la guerre contre les Hutus et les Tutsis. Et cette guerre a fait beaucoup de victimes. Cette guerre a obligé la communauté internationale à exercer une sorte de pression sur Mobutu pour qu'il ouvre les frontières et que les Rwandais, autant tués par Kagame, puissent accéder sur notre sol. Alors, c'était une chose très bien préparée. Ils savaient que les gens qui vont accéder au Congo, ils seront logés là-bas, ils vont faire des enfants, ils vont se marier avec les Congolais et selon la constitution congolaise, celui qui est né au Congo est congolais, ils vont se développer là-bas petit à petit, ils vont réclamer le sol congolais, ils vont réclamer la nationalité congolaise, même si on leur donne la nationalité congolaise, mais n'oubliez pas que les Néolithiques ont leur philosophie. Quand ils grandissent, leurs pères, leurs parents leur inculquent la logique pour dire que même si vous êtes au Congo, nous sommes les Rwandais et nous proviendrons du Rwanda. Tout ce que vous pouvez faire au Congo, il faut toujours penser à votre pays d'origine. Et c'est comme ça que l'infiltration va commencer petit à petit avec les Rwandais réprimés par Kagame. C'est comme ça qu'il y aura la naissance d'une tribu qui n'est pas parmi plus de 450 tribus RD congolaises. Merci. Vous allez comprendre que la tribu-là est appelée Banyamulenge aujourd'hui. Et c'est une manière d'envahir les sols congolais. Ça, c'est un élément. Deuxième élément que je vais soulever, c'est cette histoire de Mboro, des éleveurs. Un groupe d'individus qui quittent le Rwanda parce que le Rwanda n'a plus de forêt, le Rwanda n'a plus de savane. Ils traversent au Congo pour chercher la pâturage et faire nourrir leur bétail. Et plus grave encore, ils quittent l'est du pays jusqu'à arriver à Bandundu. Donc vous comprenez que c'est plus grave. C'est ce que vous dites. C'est ça la réalité parce qu'on avait dénoncé depuis longtemps. Je vais me tourner du côté de Maurice pour poser la même question. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir une main noire dans cette situation à Kwamouth? Une main noire, je ne peux pas l'affirmer, mais c'est une insinuation que l'on retrouve dans pratiquement tous les discours. Ici, sans chercher à contredire Espoir, nous accusons une défaillance énorme de la part de nos services de sécurité. Si aujourd'hui, des gens peuvent pénétrer au pays, s'installer et faire ce qu'ils veulent, commencer à massacrer nos populations, tuer nos autorités, cela signifie que quelque part, il y a faiblesse de l'État, il y a eu faiblesse de la part de ceux qui normalement sont obligés d'exercer la vigilance jour et nuit pour que l'ennemi ne puisse pas s'asseoir sur notre territoire et s'y installer à demeure. Mais est-ce que ce problème, le pouvoir en place ne fait que subir une situation qui date de longtemps, à vous entendre?
subir, c'est peut-être trop dire. Il y a des mesures, il y a des initiatives qui ont été prises. Prenons par exemple la situation de l'Est, prenons par exemple la situation que nous sommes en train de vivre actuellement dans le Grand Bandundu. Ouais. Tout cela, il y a des mesures qui sont en train de s'étudier. Et si il y a effectivement une main noire qui est en train de pousser les gens à s'entre-déchirer, à s'entre-manger comme des cannibales, cela veut dire que cette main noire est connue et qu'il faudrait qu'on la neutralise pour mettre fin à la guerre. Alors Moïse Kayombo, vous êtes quand même dans l'UDPS. L'UDPS gère ce pays. Est-ce que cette situation nous pouvons dire que cette situation peut prendre une fin ou bien une autre tournure dans notre pays avec la gestion de Félix Tshisekedi? Merci pour cette question, elle est très pertinente. Félix Tshisekedi, en prenant les rênes du pouvoir en République démocratique du Congo, il avait juré qu'il mettrait fin à toute forme de tuerie à travers tout ce pays. Les efforts ont été entrepris à l'Est avec les résultats que certains contestent, mais qui sont quand même palpables. D'autres disent que Bunagana constitue une épine, mais Bunagana va finalement, être reconquis et ramené dans le giron du territoire national. Donc, on n'a pas à s'inquiéter outre mesure si il y a eu des défaillances. Et là, je vous informe, le panel des Nations Unies qui était descendu à l'est du Congo en 2013 ou en 2012 avait déjà dénoncé des trahisons parmi les officiers de l'époque qui étaient affectés dans l'est de la République démocratique du Congo. Et ces défaillances n'ont pas connu d'écho au niveau national ni au niveau du gouvernement. Ce qui signifie qu'il y avait la main noire dont question ici n'est pas nécessairement venue de l'extérieur, mais elle se trouve à l'intérieur même de notre pays. En d'autres termes, merci Espoir, merci Maurice. Je vais un peu me tourner du côté d'Espoir. Espoir, est-ce qu'aujourd'hui on peut affirmer que ce plan de déstabilisation au niveau des provinces peut faire partir de plans de balkanisation de notre pays? Merci Olivier. Je pense que c'est ce que j'étais en train de développer. Parce que pour comprendre la réalité actuelle du pays, nous devons d'abord faire référence à notre origine. Comment le Congo a été constitué? Parce que quand vous allez vous rappeler, après l'époque coloniale, Mobutu a occupé le Congo, et c'était dans quel contexte? Après l'indépendance, d'abord c'est Kassavubu. Là-bas, les Belges ont instrumentalisé Moïse Tshombe pour qu'il puisse balkaniser d'abord le Congo avec la sécession katangaise, parce que pour eux, les Katanga allaient se constituer d'un pays à part le Congo, la République du Congo à l'époque. Donc ce plan n'a pas tenu. Parce que les Congolais s'y étaient opposés et que Moïse Tshombe ne pouvait pas avancer avec ce système de fédéralisme. Vous comprenez? Alors, je quitte cette époque-là. Nous arrivons à l'époque de Mobutu. Vous allez vous rappeler, Mobutu a été, quand les Blancs ont senti qu'il était non puissant, ils l'ont utilisé pour anéantir certaines puissances en Afrique. Et là, Mobutu était le fils aimé des Occidentaux et consorts. Mais finalement, ils ont tourné les dos et avec l'entrée des AFDL et consorts. Mais avant d'arriver là, les Blancs avaient déjà un plan. Parce que Mobutu était là, Mobutu voulait se faire le roi et il a fallu anéantir sa dictature, on l'a accusé de tout et Mobutu est parti. Mais ils se sont dit comment nous pouvons infiltrer ces pays alors que Mobutu est au pouvoir. Voyez, c'est alors qu'ils vont faire appel à la fameuse guerre de Kagame avec la guerre de Tutsi et Hutu, que je t'ai rappelé ici, les Rwandais étaient entrés au pays. Les Rwandais n'étaient pas entrés en RDC pour que nous puissions les protéger. C'était un plan. Ils seront là. Après 50 ans, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils seront des Congolais, ils vont réclamer des terres, ils vont réclamer des nationalités, ils vont vraiment s'intégrer dans la vie politique, ils vont infiltrer les institutions, ils vont infiltrer l'armée, ils seront dans la vie quotidienne des Congolais et ils seront appelés Congolais.
Et c'est dans ce sens-là, quand ils sont avec nous, ils vivent avec nous, ils ont déjà des matières qu'ils reçoivent matin, midi et soir pour leur dire, écoutez, vous êtes au Congo, mais vous n'êtes pas des Congolais. Mais est-ce que c'est à nous de prendre des décisions sur lesquelles nous pouvons procéder par des méthodes en les pourchassant? Non, dans le contexte actuel, le Rwanda ou je dirais les Banyamulenge, cette tribu-là, à mon humble avis, elle est congolaise la tribu. Parce que les Blancs ont cherché des cadres légaux pour attribuer la nationalité à ces gens-là. Ils sont nés au Congo. Que dit la constitution congolaise? Toute personne qui est née sur notre sol a la possibilité d'avoir la nationalité de notre pays. Alors, comment nous pouvons refuser la nationalité congolaise à ce genre de personnes qui sont les Banyamulenge actuellement? Tout simplement, pour moi, il est évident qu'ils aient la nationalité congolaise, mais si et seulement si le pouvoir ou le chef de l'État peut penser dans quelle mesure il peut prendre ces gens-là, ne pas les concentrer dans une même zone. Parce que s'ils sont concentrés dans une même zone, ça constitue un danger. Plus ils sont unis, plus ils constituent une force, plus ils vont élaborer des stratégies, plus ils vont nous attaquer. Alors s'ils quittent par exemple la cité qu'ils voulaient récemment... Non, la cité qui voulait récemment rendre légal avec Azaria Sourouberoa, c'était Minembwe. Voilà. Donc, s'ils quittent tous la cité de Minembwe, peut-être on leur dira, ok, vous êtes des Congolais, venez à Goma, venez chez moi à Dekese, venez à Mweka, venez à Kole, venez à Butembo, on l'éparpille. Dans ce sens-là, ils seront affaiblis. Mais plus ils sont concentrés dans une même contrée, plus ils ont la force et plus ils vont élargir des stratégies. Donc vous allez comprendre que le plan de la balkanisation a plusieurs exécutions. Vous voyez? Et je te dis, actuellement en République démocratique du Congo, il y a des villages que les FARDC ne contrôlent pas. Oui. Donc je te dirais que la balkanisation sur le plan informel, elle est déjà d'exécution. Mais sur le plan officiel, ça traîne encore les pas. Même notre constitution a été infiltrée. Vous comprenez? Vous allez lire l'article 217. L'article 217 dit, donc pour favoriser l'unité africaine, la RDC peut céder une partie de son territoire à un autre pays. Vous comprenez? Et moi je me dis, est-ce que ce sont de véritables Congolais? Cet article est quand même bien digéré chez les... Je peux vous le lire, mais j'estime que les gens qui ont élaboré ou écrit cette constitution sont des Congolais. Et je vois souvent mon grand frère ou mon aîné Lutundula se vanter qu'il a écrit la constitution congolaise, mais avec des pareils articles. Donc la RDC peut céder son pouvoir ou une partie de son territoire à n'importe quel pays pour favoriser l'unité africaine. Donc vous comprenez que nous sommes infiltrés. J'ai parlé de l'article 217, je vous lis. L'article dit ceci: la République démocratique du Congo peut conclure des traités et des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Vous comprenez? Et sur ce, est-ce que nous pouvons accepter de tels trucs au niveau de notre constitution? Mais on dit que la constitution est la loi suprême, n'est-ce pas? Oui. Si la constitution prévoit que nous pouvons céder partiellement une partie de notre territoire pour favoriser l'unité africaine, nous devons le faire parce que c'est la constitution. Voyez, si la constitution vous dit vous ne pouvez pas faire cela, vous ne le faites pas. C'est-à-dire qu'il est urgent de pouvoir revoir même certaines dispositions de la Constitution pour ne pas cautionner cette balkanisation que nous chantons à longueur de journée. Merci Espoir. Je vais me tourner du côté de Maurice Kayombo pour permettre à ce que notre invité Guillaume Kini qui vient de nous rejoindre, qui puisse nous regagner sur ce plateau. Alors Maurice Kayombo, vous gérez le pouvoir, vous êtes dans l'UDPS. Alors est-ce que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, était conscient de la situation qui prévaut actuellement dans notre pays? Vous allez me répondre certainement oui. Mais vous ne trouverez pas que, si jamais vous me répondrez oui, vous ne trouverez pas que si jamais cette situation serait à sa fin, ça peut aider à ce que le président de la République soit reconduit encore prochainement comme président de la République lors de son deuxième mandat, en tant que membre de l'UDPS, bien sûr. Oui, merci pour cette question. Avant d'en arriver là, j'aimerais ajouter à ce que Espoir a dit tout à l'heure. Le président Mobutu s'était fait infiltrer lui-même.
personnellement, parce que son directeur de cabinet, M. Bisengimana Rouema, Barthélemy, était quelqu'un qui venait tout droit du Rwanda. Et c'est lui qui avait pratiquement la gestion du pays quand Mobutu était absent. Donc, l'infiltration n'a pas commencé uniquement maintenant. L'infiltration est un vieux procédé qui a commencé avec Bartos, qui était l'un des plus proches collaborateurs du président Mobutu et qui, lui, a favorisé la nomination à la plupart des postes de la territoriale, de l'armée, de la police et ainsi de suite. Donc, ceci est un plan qui avait été conçu et qui a été mis en application à partir de ça. Et la loi, la principale loi qu'il avait mise à contribution est celle qui disait que tout Congolais né sur tout étranger né après 60 sur le territoire congolais était d'office congolais. Et maintenant, pour répondre à votre question, la question est que si le président Fachi est conscient que le danger guette le pays, sincèrement, elle ne mériterait pas d'être opposée dans la mesure où il se bat jour et nuit pour que le pays puisse retrouver sa quiétude. Il est partout, sur tous les fronts où il est question de la République démocratique du Congo, Fachi est présent. Partout dans le monde. Oh, il y en a qui lui reprochent ses voyages et tout ça. Mais en rapport avec ces actions, s'il faut prendre des actions diplomatiques, cette action est assez critiquée chez les Congolais, chez plusieurs Congolais. Oui, certains milieux critiquent son action, mais on peut voir des actions, on peut voir des actes qui se posent dans la mesure où il y a des résultats qui sont palpables. Et s'il faut parler de résultats, prenons la situation à l'Est, il y a quel résultat? Prenons ce problème à Kwamout, il y a quel résultat? S'il faut parler de résultats. Des dossiers, un plan concocté depuis une vingtaine d'années. Vous voulez qu'on le démonte en quelques heures, en quelques minutes? C'est pas facile. Ils ont pris des précautions et ils sont tels que on ne peut pas d'emblée arriver à les dissuader. Mais le problème, à la longue, nous arriverons à ce que nous avons obtenu tous les jours. Je voudrais intervenir sur l'article dont Espoir a parlé tout à l'heure. Il est parlé de souveraineté. Lorsque vous adhérez à une organisation, fût-elle nationale ou internationale, vous vous sentez dans l'obligation de céder une partie de votre souveraineté. Lorsque vous devenez, par exemple, dans le temps, il existait un mouvement scout. Lorsque vous devenez scout, si vous étiez chef dans votre fief, mais lorsque vous intégrez ce mouvement-là, vous n'exercez plus la souveraineté que vous aviez. Alors, il en est de même pour les organisations internationales. Lorsqu'on accepte d'adhérer à une organisation internationale, on accepte de céder une partie de sa propre souveraineté au profit de l'organisation. Merci Moïse Kayombo. Nous allons à présent accorder la parole à Guillaume Kini qui vient de nous rejoindre. Eh bien Guillaume, vous êtes communicateur pour le compte du Parti des démocrates pour la bonne gouvernance, parti cher à Modeste Mutinga. Dites-nous un peu cette situation en rapport avec le conflit interethnique à Kwamout. Qu'est-ce que le pouvoir en place peut faire finalement pour mettre fin à ce problème? Bon, merci beaucoup, Monsieur Olivier, pour la question. Moi, je pense que les conflits interethniques à Kwamout, c'est un conflit qui date de longtemps. Parce que aujourd'hui, nous voyons seulement l'aspect conflit, l'aspect guerre, mais il faut remonter à l'histoire. Que dit l'histoire par rapport au conflit? Je suis en train de suivre les débats dans les réseaux sociaux, dans les médias. Vous constaterez que
les gens ne mettent pas plus d'accent sur ce qui a été fait, mais ils veulent des résolutions à l'immédiat. Et là, je trouve qu'il y a un problème. Et sur ce, qu'est-ce qui a été fait? Oui, on arrive, vous m'avez posé la question. Le problème de Kwamuntu, entre Yaka et Teke, c'est un problème qui date de 2018. Et s'il faut aller plus loin, je dirais même depuis 2006, c'est un problème qui date de longtemps. C'est-à-dire que il y a un chef coutumier qui a été décédé ici à Kinshasa, dont le corps devrait être rapatrié à son fief. Ouais. Arrivé là-bas, parce qu'il devait être enterré auprès de la tombe de son père, et que de l'autre tribu n'était pas d'accord que le fils qui était de l'autre tribu soit enterré auprès de son père qui n'était pas du même tribu que lui. C'est là où est né ce conflit. C'est là où est né ce conflit. Alors, lorsque le conflit s'est dégénéré, le gouvernement de la République a pris des résolutions de faire diligenter une équipe pour s'entretenir avec les autorités locales. Et je vous rappelle que dans cette délégation, le patriarche Modeste Muntinga était de la partie. Effectivement, la délégation est arrivée à Kwamuntu. Elle a eu le temps de s'entretenir avec les autorités locales, notamment la gouverneure et quelques autorités de la société civile et sécuritaire du territoire. À ce niveau, le chef de l'État ici à Kinshasa a reçu notamment le chef coutumier. Vous savez que le chef de l'État est le premier chef coutumier du pays. Voilà. Il a reçu dans le cadre coutumier ses collègues avec qui il a eu des entretiens. En dehors de la délégation qui a été diligentée à Kwamuntu. Le président de l'Assemblée nationale a eu également l'entretien avec la gouverneure et sa délégation. Ouais. Et une équipe de députés du fief est descendue sur le terrain pour calmer la situation. Et je pense qu'à ce niveau, la situation est sous contrôle. Les assaillants qui étaient à la base de ces problèmes, parce qu'il faut le dire, il y a eu des militaires qui ont infiltré ces conflits, et ces militaires, nous avions vu tous dans les médias comment ils ont été arrêtés et ramenés ici à Kinshasa. Donc, à ce niveau, moi je dirais que la situation est sous contrôle. Le gouvernement étant le gestionnaire du pays a calmé la situation. Mais les enquêtes se poursuivent. De part et d'autre, il y a eu des voix qui se sont soulevées, entre autres le chef coutumier du Congo central, Motayan Foude Moussumba de Moussumba, qui a levé le ton, parce que selon l'histoire, je vais vous rappeler, permettez-moi. Allez-y rapidement. Motayan Fou et chef Lunda. Parce qu'on parle de Kassongo Lunda, mais c'est Lunda. Chef Lunda et Motayan Fou de Moussumba, ils ont été frères. Ils ont été frères. Est-ce que dans ce que vous dites, c'est en rapport toujours avec... Effectivement, vous avez demandé quelles sont les pistes de solutions que le gouvernement a mis en place pour calmer la situation. Je suis en train de vous narrer. Parce que le chef coutumier, ce sont des fonctionnaires de l'État qui ont compris que le pays est menacé sur le plan ethnique, c'est-à-dire que c'est dans leur territoire que les problèmes se dégénèrent. Il faudrait qu'eux également s'impliquent. Merci. Et vous continuez, et puis oui. Vous allez conclure rapidement. Concluez alors, à ce niveau, comme je l'avais dit tantôt, le gouvernement a fait son travail. Okay. Il a pris le contrôle de la situation. Il a arrêté les assaillants. Ils sont ici à Kinshasa, dans la prison. Et la situation est en train d'être calmée.
Merci, les enquêtes sont en cours. Voilà. Merci Guillaume. Merci je crois beaucoup. que Espoir, tu avais aussi un mot à dire parce que nous devons déjà passer à une autre. Oui, certainement, thématique. je voudrais ajouter à ce que mon confrère de droite a dit. Il nous a rappelé l'historique, mais moi, il n'a pas dit sincèrement pourquoi les guerres en République démocratique du Congo, ethnique, voulais-je dire, commencent toujours par un décès d'un chef coutumier. C'est vraiment c'est hallucinant. Parce que en 2016, avec Amounan Sabou, c'était un chef qui est mort, on devrait l'enterrer, il n'est plus rentré, tout ça on a réclamé. Et aujourd'hui, il vient encore nous dire des histoires, il est mort, il n'est pas rentré, on va l'enterrer. Donc on a l'impression que les mêmes histoires se répètent. Se répètent, oui, oui. Vous voyez? Mais pour moi, tout de suite, là, je conclus que c'est la défaillance de nos services de sécurité. Parce que dans des villages, dans des territoires, il y a des services de sécurité qui peuvent arrêter une hémorragie aussi vite l'a commencé. Parce que nous, en communication, on dit que le rumeur constitue une information. Est-ce qu'ils étaient informés? Est-ce qu'ils étaient alertés? Qu'est-ce qu'ils en ont fait de cette information? Qu'est-ce qu'ils en ont fait de cette rumeur qui a circulé avant qu'on arrive à tuer les gens? Okay. Donc on ne peut pas se glorifier parce que la situation est sous contrôle. On ne peut pas être un gouvernement de prendre toujours les situations sous contrôle. On ne peut pas être un pouvoir qui doit être là justement pour être surpris par des événements. Mais gouverner, c'est prévoir quand même. Voilà. Merci Espoir. Je me trouve maintenant du côté de Maurice Kayombo avant de passer à une autre thématique. Et c'est un peu de conclure par rapport à ce sujet pour que nous passions à la deuxième thématique. Oui, la conclusion est bien simple. Guillaume a dit que la situation dans le Grand Bandundu est sous contrôle des forces loyalistes. Ce qui veut dire... Combien même les gouverneurs de l'espace Grand Bandundu ont déploré le fait qu'il y a une certaine défaillance sur le plan de gestion par rapport à cette situation. Et ils disent qu'il faudrait une solution à temps réel. Et ça m'étonne à entendre venant de vous que vous dites que la situation est sous contrôle. Mais Olivier, cette défaillance, c'est à mettre sur le compte du gouvernement central. Ils sont là-bas, les gouverneurs de province. Oui. Ils ont des forces auxquelles ils commandent. Mais dès lors qu'ils se rendent compte qu'il y a des troubles quelque part, ils devraient normalement utiliser ces forces. Je crois qu'il n'y a pas une loi qui interdit à un gouverneur d'actionner une force pour remettre de l'ordre quelque part. Merci Moïse, merci Maurice Kayombo. Guillaume, je ne sais pas si vous avez un mot à dire par rapport à ça. Je vais ajouter quelque chose là-dessus. Vous savez, je l'ai dit dans une émission précédente que le rétablissement de la paix dans un territoire menacé, c'est un processus. Il ne faut pas oublier, c'est un processus. Donc, le gouvernement de la République démocratique du Congo, vous n'allez pas empêcher les gens de se chamailler. Ça, c'est difficile. Il faut être réaliste. Même si mon frère dit le gouvernement doit prendre toutes les mesures, oui, bien bon, mais si aujourd'hui, vous et moi, nous prenons les dispositions dans un circuit où il n'y a pas de service de l'ordre, on se bat. Est-ce que le gouvernement est là? Voilà, nous passons... Vous comprenez? Oui. Donc c'est pour dire que le gouvernement ne peut pas empêcher les gens de se parler. Nous avons très Mais là aussi, les gens ont pris leur position de faire ce qu'ils ont fait et le gouvernement a compris que l'acte que les gens ont commis, c'est un acte de vandalisme. Il faut intervenir pour calmer la situation. C'est ce que le gouvernement a fait. Merci Guillaume. Nous allons prendre maintenant la deuxième thématique en rapport avec notre armée. Est-ce que la nomination au sein des hauts gradés de notre armée nationale peut faire objet, je m'adresse à Espoir, peut faire objet des plans de réforme que tout le monde avait sollicité pour résoudre justement ce problème d'insécurité sous le sol congolais? Oui, Olivier, je pense que si je comprends très bien la question, vous nous demandez peut-être de donner si ce sont des pistes de solutions parmi lesquelles, je dirais, ce sont des solutions que tout le monde attendait. Parce que on vient de parler des problèmes des Poids-Mout. On a décrié l'insécurité.
je sais pas, on va survoler Bunagana. On a parlé les problèmes de l'Est et tout ça. On avait évoqué même les problèmes des Banyamulenge qui nous ont infiltrés depuis longtemps. Quand le chef de l'État constate que pour donner des solutions à un problème sécuritaire en République démocratique du Congo, il faudra à tout prix changer d'abord l'armée, toucher les renseignements, toucher la police. Parce que c'est ça les plus grands problèmes. Parce que je ne peux pas comprendre un général d'armée comme Yav qui, bien qu'il est présumé innocent en ces stades, mais il se trouve à Makala, on te donne une mission pour défendre ta patrie, pour défendre ton pays. Mais vous vous organisez avec les pays étrangers pour que vous puissiez infiltrer l'armée et convaincre certains capitaines pour que les autres prennent libérément les pays. Et vous comprenez que c'est un problème, c'est un danger. Si aujourd'hui, la République démocratique du Congo ou nos FARDC apparaissent comme une armée faible, bien qu'elle est forte, parce que je ne peux pas comprendre un pays qui est agressé pendant 20 ans, dont le seul objectif des agresseurs est de balkaniser le Congo, mais on ne parvient pas à nous balkaniser. Ces pays-là est sous embargo. Ces pays-là ne peuvent pas acheter d'armes, ils ne peuvent pas acheter d'équipements pour ces militaires, ils ne peuvent pas acheter des appareils pour ces services des renseignements, mais on arrive quand même à tenir à nos agresseurs qui, selon l'ONU, détiennent des armes sophistiquées, des armes de dernière génération. Et moi, je dirais que nous avons une grande armée. Ce qui est très important à faire, c'est quoi? Le remaniement. Placer les hommes de confiance, placer les généraux qui ont les soucis de défendre ces pays. Enlever, extirper surtout tous les hypocrites de l'armée, et c'est comme ça que nous pouvons trouver la solution. Parce qu'on ne peut pas se mettre là en train de pleurnicher, mais normalement nous devons attaquer. Mais on ne peut pas attaquer avec des hypocrites dans le rang. On ne peut pas attaquer avec des gens qui démobilisent notre armée. C'est l'occasion pour moi de rappeler que même les opposants qui jouent au jeu de l'ennemi, de pouvoir démoraliser notre armée, nos hommes de troupes. Ils passent dans les médias, ils parlent, écoutez, un militaire n'est pas bien rémunéré, il est payé ceci, il n'a pas d'argent. C'est un discours d'incitation vraiment à la révolte. Vous comprenez? Donc, il est temps de réprimer même les opposants, qui qu'ils soient, s'il tient un discours pour démobiliser nos troupes armées, nos vaillants militaires, qu'ils soient devant son juge naturel et qu'ils soient jugés, parce que nous voulons la paix. Et la paix ne peut être une chose acquise que si nos militaires prennent conscience. J'espère qu'ils ont déjà la conscience, mais comme le chef a pris l'initiative de pouvoir toucher l'appareil sécuritaire, c'est une bonne chose. Voilà, les hypocrites seront mis de côté, parce que j'espère que même les Banyamulenge, même les Rwandais sont dans notre armée et qu'il faudra à tout prix les extirper. Espoir, avant de poursuivre cette émission, il y a quand même un élément par rapport, puisque vous avez parlé de remaniement, il y a un élément par rapport au nouveau chef d'état-major, Chiwewe Songesha, et la rédaction s'est quand même permis de retracer son histoire pour permettre à ce que tout le monde sache qui est le nouveau chef d'état-major de l'armée congolaise. Nous allons suivre et puis nous nous retrouvons tout juste après. Le chef de l'État compte beaucoup sur une armée disciplinée. C'est à travers les ordonnances présidentielles rendues publiques ce lundi 3 octobre 2022 que sont intervenus les changements au commandement au sein de l'armée nationale. En effet, le lieutenant-général Christian Chiwewe, chef de la garde républicaine, est désormais nommé chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo en remplacement de Célestin Mbalamu Sensé. Le général Ishali Gonza Ndourou Jacques devient chef d'état-major général adjoint chargé des opérations et des renseignements. Le général-major Ephraim Kabi Kiriza, élevé au grade du général-major, est nommé commandant de la garde républicaine. Il était avant sa nomination les 03 dans cette même unité en charge de la protection du chef de l'État. De son côté, le général-major Chiko Tambwe est nommé chef d'état-major adjoint chargé des opérations des forces armées de la République démocratique du Congo. Le général-major Christian Ndaiwel Okura devient chargé des renseignements militaires. Auparavant, porte-parole de l'armée
l'armée, le général-major Léon Richard Kasonga Chibangu est nommé chef d'état-major adjoint chargé de l'administration et logistique. Signalons ainsi les généraux dont les noms suivent sont nommés généraux-majors. Il s'agit entre autres de Chico Chintambwe Jérôme, Kisezo Thomas, Kipongo Bora, Banza Mouilambwe Gilles. Au grade des généraux des brigades, il s'agit entre autres des officiers supérieurs ci-après. Jean Moulou Meo Deroy, Patrick Lusa Kanzita, Mbuyung Kongolo, Mulumba Kabanangi Desiré, Muyunga Kennedy et Bakati Harrison. Notons que cette série de nominations fait suite au souci du chef de l'État Félix Tshisekedi de poursuivre la réforme au sein de l'armée. Elle intervient au moment où la loi de programmation militaire tant souhaitée a été élaborée. Voilà, je vais passer la parole à Guillaume. Guillaume, nous venons de suivre Espoir qui a brossé vraiment la situation de notre armée congolaise, qui préconise d'ailleurs encore plus de remaniement pour le changement futur de notre armée, de sorte que les situations d'insécurité puissent cesser. Et vous, à votre niveau, vous trouvez que c'est une bonne manière de procéder? Effectivement, je trouve que c'est... D'ailleurs, c'est une décision qui est plus saluée dans notre famille politique. C'est ce que nous attendions tous. Mais moi, j'aimerais que nous puissions faire la différence des concepts. Oui. Quand on parle des rébellions, on parle des rebelles, des groupes armés, tout et tout. Il faut faire quand même la différence. Avec le chef de l'État l'a dit tout haut, et tout le monde l'a suivi, que nous sommes agressés. Et il a indexé le Rwanda comme le pays agresseur. Okay. Et là, on ne parle pas de rébellion. Là, on ne parle pas de rébellion. C'est-à-dire que c'est une invention. Ouais. Le Rwanda envahit notre territoire. Et par conséquent, nous devons répliquer. Effectivement. Par conséquent, nous devons répliquer. Mais qui doit répliquer? Nous avons une armée. Mais on constate que dans l'armée qui doit répliquer, il y a des infiltrés. Il y a une trahison. Non, mais c'est ce qui ne se dit pas. C'est ça le problème. C'est ce qui J'arrive, monsieur Olivier. Okay. Je crois que je l'ai évoqué sur le même plateau. Les chefs constatent qu'il y a des infiltrés. Entre autres, mon frère l'a cité, le général Yav, qui est d'ailleurs aux arrêts. Okay. Ça, vous le savez. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut mettre des gens, des compatriotes, des militaires loyaux qui servent effectivement le pays. Okay. Je pense que c'est dans cette direction-là que le chef a jugé bon de revoir le plan de notre armée. Et si aujourd'hui, avec l'historique du général Chiwewe, moi je pense que le Rwanda a un problème. Le Rwanda a un problème. Effectivement, moi je pense que le Rwanda a un problème. En d'autres termes, la RDC a déjà un plan d'attaque. Non, c'est-à-dire qu'en ce moment ici, au Rwanda, il y a aussi des remaniements qui doivent être faits. Parce que là, tout doit être remis en cause au niveau du Rwanda. C'est-à-dire que le chef de l'État a prouvé devant tout le monde qu'il a vraiment la volonté d'éradiquer les groupes armés à l'est de notre pays. Maintenant, sur le plan interne, je vais revenir sur l'intervention de... Oui. Non, l'intervention, la déclaration de François Hollande à l'est de notre pays, où il a dit le problème de la RDC doit être résolu sur le plan interne. Voilà. Donc ça veut dire que, quitte aux Congolais, mon frère l'a dit tout à l'heure, que même les opposants, notre pays est attaqué, nous sommes agressés. Les voisins nous veulent. Et ces voisins, tout le monde le sait que c'est les Rwandais. À l'interne, nous devons nous organiser. Le chef de l'État a compris, il faut revoir l'armée. Il a revu l'armée. Je pense que nous devons saluer. C'est une très bonne décision. Mais il reste aux Congolais, qui qu'ils soient, où qu'ils soient,
de pouvoir défendre son pays. Merci Guillaume, je vois comment Espoir vous encourage dans tout ce que vous dites. Nous allons maintenant écouter Maurice Kayombo, qui d'ailleurs, vous êtes de l'UDPS, par rapport à tout ce qui vient de se dire, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Oui, merci. Par rapport à tout ce qui se passe, d'abord, cela relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, de choisir ses collaborateurs, surtout au niveau de l'armée. Je vous rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure. En 2013, le panel des Nations Unies, qui avait fait pratiquement le tour de l'Est, avait pointé du doigt les généraux qui étaient sur place. Lorsqu'on leur envoyait du matériel, ce matériel disparaissait, ou bien les chars d'assaut étaient cannibalisés sur place et les pièces vendues à l'ennemi. Alors, on a attendu qu'il y ait des réactions, il n'y en a jamais eu, mais comme aujourd'hui Fachi est déterminé à remettre la paix à l'est de la République démocratique du Congo, il a choisi de prendre des officiers qui, eux, sont pratiquement sans tâche, peuvent lui proposer un plan de restructuration de notre armée. Donc, en d'autres termes, ces officiers sont dignes de confiance. Absolument. Et vous pensez de la même manière que le président de la République, c'est ce que vous voulez dire. Donc, lorsque vous pensez que ces officiers sont dignes de confiance, vous trouvez que le président de la République n'a pas fait un mauvais choix, il a plutôt fait un bon choix. Vous savez que Chiwewe, le nom sonne Chokwe, et je crois que le Chokwe par nature, c'est quelqu'un qui est très attaché à certaines valeurs. Certainement que le président de la République le connaît, et si Mbala n'a pas démérité, mais il a quand même fait son temps et nous ne sommes jamais arrivés à un résultat positif. Okay. Tentons avec ce nouveau cadre. Voyons de quelle manière il va se comporter sur le terrain, de manière à nous permettre de recouvrer notre quiétude. Les images qui circulent dans les réseaux sociaux sur les tueries qui s'opèrent dans le Grand Bandundu sont des images effrayantes. On ne peut pas admettre qu'un homme puisse traiter un être humain de cette manière-là. Alors, s'il y a moyen, avec des officiers bien formés, bien encadrés, bien rémunérés, on peut mettre un terme à ça, eh bien, le chef de l'État est sur la bonne voie. Alors, je vais revenir donc du côté de Guillaume, essayer un peu de conclure. Est-ce que cette nomination est une manière de remettre en question la gestion de Célestin Mbala au sein de l'armée? Non, moi je ne suis pas d'accord avec cette façon de voir les choses, parce que ça risquerait de créer une polémique au sein de notre armée. Ce n'est pas le cas. Parce que la gestion ou l'accession à un poste est toujours rotatif. Le chef peut décider quand il veut et mettre qui il veut. Merci Guillaume. Vous voyez? Voilà. Je crois que c'est de cette manière que vous concluez, puisque nous sommes déjà à la fin. Alors, Espoir, à votre tour, qu'est-ce que vous dites par rapport à cette dernière thématique? Oui, merci beaucoup. J'ai rejoint tous mes prédécesseurs pour dire que le général Mbala n'a pas démérité. Il a fait son temps. Quand même, le temps est arrivé pour qu'il soit renvoyé en retraite. C'est quelqu'un qui a été aussi loyal, parce que sous Mbala, on n'a pas eu de coup d'État, on n'a pas eu d'autres mutineries. Il a été loyal envers le chef de l'État. Maintenant, là, c'est pour nous l'occasion de le saluer là où il est. Donc, il a fait un travail et que la République aussi lui est reconnaissante. Et je dirais aussi à notre nouveau chef d'état-major, Chiwewe, pour dire qu'il a la confiance du chef, il a la confiance de tous les Congolais. Maintenant, nous sommes à son appui et que nous devons l'appuyer en tout. Et à tous les Congolais, où que vous soyez, posez juste un acte ou un geste patriotique pour que notre pays ne tombe pas. Vous voyez? Parce que tous ici, nous avons des voisins, tous nous avons des renseignements. Posez juste un acte patriotique pour que le Congo ne tombe pas. Parce que tout ce que nous pouvons avoir comme bien
Plus précieux que les Congos, il n'y en a pas. Donc tout ce qui nous unit est plus fort et très privilégié que tout ce qui nous divise. À Fayoulou, à Katoumbi et aux autres. Vous ne pensez pas demeurer unis. Parce que Félix, c'est un homme, il passera. Les institutions vont rester. Si vous restez silencieux présentement et que le Congo est parti ou est déchiré par les voisins, quel pays vous allez diriger? C'est-à-dire que restons unis pour sauver ces pays parce que nous n'avons que ça. Merci Espoir. Maurice, concluez. Oui, merci. Je rejoins Espoir. Nous n'avons que cette terre. Nous n'avons que cette terre. Ouais. Et si nous nous autorisons d'en céder un seul centimètre carré à qui que ce soit, eh bien nous sommes passibles de la peine qu'encourent tous les traîtres. Merci beaucoup. C'était un plaisir pour moi de recevoir sur ce plateau Guillaume Kini, qui est communicateur du Parti des démocrates pour la bonne gouvernance, parti cher à Modeste Moutinga, également Espoir Botumba, journaliste pour le compte d'Opulence Info, et aussi Maurice Kayombo, chef des services de médias au sein de l'UDPS. À moins que je me trompe. Je crois que cette qualification vous convient. Allons-y. Merci aussi à vous qui nous avez suivis. Nous nous retrouvons la semaine prochaine et je crois que ça sera avec ce même plaisir puisque cette émission a été coordonnée bien sûr par Lens Moussimbaka. Merci aussi à l'équipe technique qui m'a accompagné. Je pense bien sûr à BM et à Salomon Goyi et aussi au directeur technique. Nous nous retrouvons donc la semaine prochaine et ça sera avec le même plaisir. Au revoir.